Bonjour. Dans ces deux épisodes, nous allons aborder l'histoire contemporaine de la pratique de la danse traditionnelle en Bretagne. D'autres MOOC ont traité de cette société bretonne singulière dans laquelle s'est développée une pratique dansée communautaire particulière et qui a littéralement digéré des emprunts au fur et à mesure des âges pour développer un rapport particulier à la danse et un répertoire particulier de danse. Mais cette société traditionnelle qui a généré ceci n'est plus. Et pourtant, la pratique de la danse a perduré en changeant de statut. Comment ? Par quelles étapes ? Quels acteurs ? Quelles particularités ? Voici ce que nous vous proposons de suivre ici. En Bretagne, comme partout en Europe, à partir du premier quart du XIXe siècle, s'amorce un changement important. La vie quotidienne des classes modestes est profondément transformée par des changements économiques et sociaux. Ce changement s'accélère au détour du XXe siècle, et surtout avec le traumatisme de la guerre 14-18. La pratique de la danse traditionnelle en Bretagne change. La société et les milieux traditionnels qui sont à l'origine de cette forme d'expression achèvent leur mutation. Peu à peu, se substitue à une culture paysanne une culture plus citadine puis industrielle. La Bretagne s'ouvre de plus en plus à une société dominante et englobante. Résumons quelques-unes des raisons importantes de cette mutation de la société traditionnelle bretonne. L'industrialisation, l'urbanisation, l'amélioration des moyens de communication, l'exode rural, le brassage des populations dû aux facilités de communication et aux guerres, entraînant une uniformisation des mœurs, la modernisation et l'élévation du niveau de vie, la transformation de la société paysanne avec un affaiblissement des structures rurales traditionnelles dû à une montée de l'individualisme, l'affaiblissement relatif du rôle du clergé, il y en a d'autres. Toutes ces causes ont profondément changé la pratique de la danse traditionnelle en Bretagne. Ainsi, on peut souligner ces changements importants. La standardisation croissante vers un même modèle urbain du vêtement, le changement des pratiques instrumentales, l'accordéon qui termine son essor, l'orchestre de Malle commence son envol, le changement progressif des lieux de danse, de la place du village ou de la cour de la ferme vers la salle de bal, la diminution, voire la raréfaction des pratiques traditionnelles, comme par exemple les habitudes de danser sur l'air neuve ou les veillées, ou encore les festounos du poer. Le degré communautaire de la danse qui termine son évolution dans la forme de la danse. Cela se traduit par l'influence grandissante des répertoires de danse en couple, répertoire lui-même influencé par les villes et leurs modes, particulièrement Paris. Ces mêmes répertoires ne se transmettent plus de la même façon et se diversifient. On ne danse plus seulement que la danse de son pays, mais aussi et surtout le mode d'immersion initiale et d'imprégnation qui permettait à l'individu d'acquérir la danse n'existe plus. Les liens sociaux ne sont plus les mêmes. Les conditions qui ont permis à la danse d'exister et d'évoluer ont été transformées. Il y a de plus en plus passage de l'immersion à l'enseignement. Il faut désormais apprendre à danser. Ainsi, la communauté est de moins en moins impliquée dans la pérennité des répertoires. La danse passe désormais par d'autres vecteurs, les initiatives et influences personnelles et les mouvements organisés comme les fêtes ou les groupes folkloriques naissants. Dans ce contexte de changement de mode de transmission de la danse, c'est autour de l'influence de quelques personnalités que s'organise cette mutation de la pratique de la danse traditionnelle en Bretagne. Mais avant d'entrer dans le détail de cette chronologie, revenons un peu en arrière pour aborder quelques mouvements culturels à l'origine de cette mutation. Parallèlement au changement de la civilisation paysanne, s'est développé dans les classes dominantes des réactions de conservation et d'intérêt de celles-ci.
en filiation avec le siècle des Lumières et ses encyclopédistes, puis la Révolution française, au début du XIXe siècle, les grandes écoles littéraires et artistiques portent un intérêt à la vie populaire. On peut citer les écrivains naturalistes comme Balzac, Flaubert, Zola, mais aussi le courant romantique avec Victor Hugo et surtout George Sand et ses romans paysans et collectes sur le folklore berrichon. Et on peut aussi noter l'influence des historiens comme Michelet ou certains courants en peinture, comme le réalisme pictural de Courbet et Millet. Simultanément, se créent des sociétés savantes et précurseurs d'ethnographes, comme à Paris, en 1804, l'Académie celtique. Il existe aussi la mode des récits de voyage et la tradition des carnets d'artistes, qui sont un relais de ce souci d'un intérêt d'une certaine couleur locale. On peut mentionner Hippolyte Lallès avec sa galerie armoricaine. En Bretagne, dans une même analogie, des mouvements artistiques et littéraires apparaissent. C'est le romantisme breton, avec notamment Erzat de la Ville Marquée et son Barzaz Braize, une collecte de textes et de poèmes bretons. Ce livre eut un grand succès et contribua grandement à faire connaître la culture bretonne. Mais aussi Émile Souvestre, Auguste Brizeux, Anatole Lebras, François-Marie Luzel. Dans ces mouvements précurseurs, et sur un aspect non plus culturel mais politique, au détour du XXe, la Bretagne se trouve à l'avant-garde du mouvement régionaliste. Mais ceci a été traité dans un autre MOOC. Ainsi, tout est posé. Abordons la première étape, la folklorisation. Dans cet environnement politique et intellectuel, un peu partout en Europe, les premiers groupes folkloriques apparaissent à la fin du XIXe. Le premier en France est les Gars du Péry, société de musique traditionnelle, fondée en 1888 par Jean Baffier à Paris. Parallèlement, naissent en Bretagne, sous des impulsions qui n'ont rien de populaire, les fêtes folkloriques, avec déjà l'élection de leur reine. Le Pardon des Fleurs d'Ajon, lancé en 1905 à Pont-Aven par le chanteur régionaliste Théodore Botrel et Émile Cueff, et qui à cette occasion crée pour animer cette fête le groupe des danseurs de Pont-Aven, un des ancêtres de nos groupes. La Fête des Filets Bleus, créée par un groupe d'artistes et d'écrivains en 1905 à Concarneau. Les Fleurs de Blé Noir à Dinan. Plus tard, viennent les premières fêtes bretonnes. En 1920, la Fête des Cormorans à Saint-Guénolé amène pour la première fois le concept de la noce bretonne. Et, en 1923, naissent les Fêtes de Cornouailles. S'il est fait mention d'un regroupement autour de M. Boutier, chapelier à Banalec en 1902 et d'un groupe en 1904, les Fins Danseurs de la Veine, pour la Bretagne, sous la direction d'Eugène Régnier, c'est à Paris, en 1917, dans un souci de recréer l'ambiance bretonne autour des permissionnaires et des blessés de guerre, que se crée le premier vrai cercle celtique, qui ne s'appelait pas encore de cette façon. En effet, il faut attendre à la fin des années 30 pour que cette appellation se généralise. Les Corollériennes Braise-Isel. Mais la danse n'est pas l'intérêt premier de ces groupes naissants, qui se multiplient dans les années 20. Ce sont de véritables écoles de culture bretonne autour de la langue, du costume, de la littérature et des sports. Et beaucoup de ces groupes se constituent autour d'une chorale. Pour la danse, quand il y a représentation scénique, elle se limite à de simples présentations séquentielles de danse de façon traditionnelle, l'une après l'autre, et sans aucune mise en scène. L'exécution est relativement spontanée, sans répétition ou presque. Dans l'entre-deux-guerres, parmi les personnes d'influence, on peut aussi citer Héroanès Galbrin, la Bardesse. Elle est l'auteure en 1936 du recueil La danse bretonne, qui fut la première Bible de ces premiers cercles celtiques naissants. Cependant, on peut noter que son collectage et ses observations, s'ils ont le mérite d'être honnêtes, n'avaient pas la même exigence critique que ceux qui vont suivre. Ils se nourrissaient de collectages ponctuels et ont été adaptés à une certaine idée du folklore sur la scène. Et ils ont ainsi contribué à propager un répertoire un peu fantaisiste ou revisité en style.
Mais aussi, elle a notamment apporté son concours au cercle parisien des corollériennes brésiliennes. Et ce cercle, par ses animateurs souvent étudiants, qui revenaient en Bretagne, a eu une influence certaine sur la pratique de l'instruction de la danse. De ce fait, les danses se communiquent de cercles en cercles, et ainsi se constitue un certain répertoire breton souvent un peu interprété. On peut ainsi souligner l'importance de l'initiative des provinciaux immigrés à Paris dans la naissance des groupes folkloriques. Comme autre groupe d'importance de cette période, en Bretagne, on peut aussi mentionner le Cercle celtique de Rennes, créé en 1932 par Eugène Régnier, qui avait été auparavant président du Cercle celtique de Paris. Le Cercle celtique de Nantes, le Cercle parisien Nevesadour, le Cercle de Plougastel. A contrario, certains cercles naissants se tournent moins vers l'idée de la scène et sont moins perméables à ce courant de par des effectifs plus paysans, comme les cercles de Beau, Poulaouen, Anvec. On peut cependant remarquer une constante dans ces premiers cercles. Les danses deviennent des répertoires, et de plus, la presque totalité n'abordait la danse que par la Basse-Bretagne, avec un répertoire de base quasiment identique, organisé autour de quelques danses-mères, des grandes familles de danse, surtout la veine. L'image typique de la Bretonne à cette époque reste le costume de la veine. Mais aussi, il n'allait pas très loin dans le détail, et avait surtout peu de soucis de contrôle des sources. Tous ces groupes se coupent plus ou moins de la base et s'orientent vers l'apprentissage systématique, les répétitions, les spectacles, les rencontres et les déplacements. Les effectifs sont majoritairement dans les classes moyennes, citadins, enseignants et rarement paysans, avec des responsables qui sont souvent des érudits locaux. Mais si en France, la coupure avec la base et leur tradition locale est évidente et aboutira à une rupture entre les groupes et la population rurale, en Bretagne, cependant, ce phénomène est à relativiser. Parallèlement à ces naissances de cercles, il y a aussi des démarches qui vont contribuer à une autre pratique de la danse que celle de la représentation et de la danse. Ce sont les mouvements d'éducation populaire. C'est ceux-ci qui seront une des origines plus tard du mouvement folk. En France, dans un premier temps, pendant l'entre-deux-guerres, cette pratique de danse hors groupe de scène a été relayée par des démarches confidentielles, telles que les auberges de jeunesse et les mouvements de jeunes, les scouts, puis l'éducation physique. Un exemple d'importance en est Miss Alice Maud Plage. Cette femme, diplômée du Collège d'éducation physique de Chelsea en Angleterre, va populariser autour d'une idée basée sur une éducation de l'être au travers la gymnastique, la danse et le jeu, un répertoire particulier, en majeure partie d'origine britannique. En 1938, elle enseigne dans 12 salles parisiennes, avec plus de 500 élèves. Son héritage a alimenté en partie les mouvements suivants jusqu'à nos jours. Et le répertoire des bals folk actuels, relayé plus tard entre autres par la famille Gilcher, lui en est redevable. Avec par exemple les contredanses comme les cercles circassiens, la chapelloise ou bien encore la conchinchine du Danemark. En Bretagne, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, pendant que prolifèrent les groupes, une rupture se produit avec l'apparition d'une nouvelle catégorie d'experts et de profils différents. Après la génération expatriée parisienne et les folkloristes, ils ont un regard plus professionnel et critique sur cette mutation de la tradition. C'est le début des enquêtes de terrain et des nouvelles politiques de recherche et d'enseignement de la danse bretonne. Cette nouvelle école se réclame plus de la tradition populaire que du folklore. La danse est replacée dans son contexte, sans concession avec les visions idéalisées et romantiques des générations précédentes. Les années 30 furent la période en France de la phase institutionnelle et de ce qui est devenu le milieu folklorique. 3 grandes fédérations de groupes se sont créées, comme la Fédération nationale des groupes français. Les années 50 seront en Bretagne celles de cette organisation en confédération avec des hommes comme Polygue Monjaret. Il a été une grande figure de la culture bretonne. Dans sa jeunesse, il a fréquenté le cercle celtique de Rennes. C'est surtout le patrimoine musical qui le passionne. Partant de l'association déjà créée dans le milieu breton de Paris par Doric Levoyer et Hervé Lemaine, la KAV, il crée les bases en 1943 de la BAS.
lors d'un camp musical à Gouézec avec 23 élèves. Après une période trouble de la participation à la milice du Parti national breton, il relance officiellement la BAS en 1946 et il en restera à la direction pendant 40 ans. En 1947, en s'inspirant des formations musicales écossaises, il est le réel inventeur du premier bagad moderne, la Kevren Carrez à Carhaix. En 1950, la fédération Kendall naît autour du regroupement des cercles et de la BAS. Paulique Monjaret en sera le premier secrétaire général. En 1965, la BAS quitte Kendall avec 26 cercles. En juin 1967, Paulique Monjaret propose à Paul Morin de prendre en main une nouvelle fédération avec ses cercles. Varleur naît. Il est aussi, en 1953, l'initiateur du Festival de cornemuse de Brest, qui émigrera en 1971 à Lorient pour devenir le Festival interceltique. De plus, il a collecté un nombre impressionnant de thèmes bretons, notamment présentés dans un recueil qui fait référence, le Toniou Breizizel. Dans cet épisode, les conditions de la mutation de la pratique de danse traditionnelle en Bretagne ont été posées, avec la disparition des milieux traditionnels qui avaient engendré cette pratique de danse où elle était savoir ordinaire et faisait partie du mode de vie. Les premières phases de cette évolution viennent d'être abordées, avec ce début du processus d'appropriation par des milieux qui n'étaient plus dans ce même mode de vie. Dans un second opus, nous continuerons de balayer cette histoire encore bien vivante. Si ce MOOC vous a plu, n'hésitez surtout pas à aller voir d'autres vidéos sur mooc.bzh.